Bien, bonjour à tous, je suis très ravie de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mai 2026, il est 8 heures et nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Ce matin, Ahmed Guélégassen, comme chaque samedi, sera parmi nous et cette fois-ci, il va nous faire découvrir une autre personnalité. Il va nous présenter cette fois-ci un écrivain qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Il nous a quittés en 2025. Il s'agit de Mohamed Salah Nasser, donc comme je vous le disais, auteur, écrivain, et on aura plus de détails sur son parcours en compagnie de notre ami Ahmed Guélégassen. Ania, cette fois-ci, Ania Srer, dans sa rubrique santé et bien-être, s'intéressera cette fois-ci, on va dire, à une phase de notre vie qu'on ne peut pas éviter, qui est le vieillissement. Mais comment bien vieillir grâce à l'alimentation? Eh bien, ce sera une question à laquelle Ania Srer répondra. Nous parlerons également d'activité physique, de sport, puisque cette semaine, il va y avoir un très bel événement autour des vélos pour ceux qui aiment. Donc les vélos, ce sera un événement qui sera organisé par le comité Algeria Bike Week. Et aussi place à la solidarité en cette matinée, solidarité avec nos sœurs et nos frères les Palestiniens. C'est un match de foot qui sera organisé donc pour encore une fois en solidarité avec la Palestine, et c'est un événement organisé par le mouvement Foot Solidarité. Nous terminerons l'émission comme chaque samedi en compagnie de notre amie Amina Zeri. Elle va revenir sur une diva de la chanson arabe, de manière générale de la chanson algérienne. Il s'agit de Warda El Jazairiya, puisqu'un hommage lui sera rendu au niveau de l'Opéra d'Alger. Un livre aussi a été édité par son fils Riyad, qui lui revient sur le parcours de sa maman Warda El Jazairiya. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de commencer, ce sera pause musicale, une très belle reprise de l'une des merveilles de Al-Hajj El-Hashmi Gerwabi Saleh, Allo Allo, qui est donc reprise par un Égyptien, très belle reprise d'ailleurs, Hamza Nemira, que je vous laisse apprécier. On se retrouve juste après. وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يا هاتف ليك العنوان كلملي الوطن الحبيب 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 كلملي الوطن الحبيب 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 جزائر زينة البلدان جزائر زينة البلدان الو 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 من فضلك جوزي للقصبة الو 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 وش حالك يا حومة بابا الو 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 وش راهي بحذاك القبة وش روحة لوليد فلان قولي له راني في غربة من وحش وشعلت نيران من وحش وشعلت نيران وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يا هاتف ليك العنوان كلملي الوطن الحبيب 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 كلملي الوطن الحبيب 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 جزائر زينة البلدان جزائر زينة البلدان الو 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 من فضلك راني نستنى الو 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 هذه الغربة طالت عنا الو 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 نتمنى نشوف ذيك الجنة باب الواد كثير المحال البير ما بغى يعيط لنا ضرب النحو بقى غفلان ضرب النحو بقى غفلان
وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يهتف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب 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 جزائر زينة البلدان جزائر زينة البلدان. Et voilà, très très belle reprise donc de l'Hajj al-Hashmi Grouabil al-Hamoussali par Hamza Namira. C'était donc une merveille. Allô, allô. Et cette fois-ci, donc, on retrouve notre ami Ahmed Griga Hassan et ce sera juste après cela. Bonjour Ahmed. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaikum, harkoum barouk. Eh bien, fait que ça va? Ça va. Belle semaine. Très bien. Quelle activité? Il y a beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités. Il paraît que cette année, pour le mois du patrimoine, il y a eu plus de 2000 événements. Oula. 2000, dans toute Magnifique. territoire national. Oui. Parce que le thème qui a été choisi est merveilleux. Donc, notre patrimoine, notre civilisation. Et ça a donné l'occasion à tout le monde, donc à toutes les spécialités, tous les goûts. C'est une ouverture finalement à tous les domaines et à toutes les époques. Donc, exactement. Quand on parle de civilisation, on peut aller jusqu'à la préhistoire. Notre patrimoine, donc ça concerne tout le monde, les écrivains, les cuisiniers, tout le monde, donc les musiciens, tout le monde participe. Et les historiens, les archéologues, les paléontologues, finalement, tout le monde est concerné. Le thème a été choisi, c'est un très bon thème. Donc, parce que comparé à d'autres années où il y a eu des thèmes un peu plus restrictifs, on va dire, plus focus. Exactement, et là on a eu du mal à drainer les gens, mais cette fois non, cette fois le thème a été très bien choisi, alhamdoulilah. Et ça va se poursuivre jusqu'au 18. Donc encore, on est à quelques jours. Voilà, on est à quelques jours, mais après, il faut dire que la célébration du patrimoine, c'est tout au long de l'année. Mais il y a un gros investissement, effectivement, dans en cette le période. mois du patrimoine. Voilà, et cette fois-ci, tu vas nous emmener du côté de Bnimzap, c'est ça? Exactement, on va parler d'un homme... que tu as connu personnellement. Exactement, je l'ai croisé, mais il m'a vraiment impressionné parce que c'est un savant qui a travaillé dans plusieurs thèmes et il s'est occupé d'un thème que rarement on s'occupe, donc dans l'écriture pour enfants. Donc bien sûr avec une vision, avec une éthique musulmane, la déontologie musulmane, donc le point de vue musulman, l'éducation des enfants. Et il a écrit des dizaines de livres pour ça qu'il a publié. Et puis donc, bien sûr, on va parler de Mohamed Saleh Nasser. Et j'ai eu du mal parce que dans certains livres, le nom de l'auteur c'est Mohamed Nasser. Et dans d'autres, c'est Mohamed Saleh Nasser. Donc, à un certain moment, j'ai hésité. Je me suis dit, peut-être c'est pas la même personne. Donc, D'accord. Mais en fin de compte, c'est la même personne. C'est la même personne. Donc, des fois, il signe Mohamed Saleh Nasser. Des fois, il signe Mohamed Nasser. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Mais bon, c'est un gars qui a fait ses études chez lui. Il a appris le Coran, puis il a fait les études secondaires. Donc, il est né à Guerrera, dans la wilaya de Gardaya. Il a étudié à Mahad al-Hayat, qui est connu. Puis de là, donc, il a fait ses études universitaires, licence, magistère, troisième cycle, et puis le doctorat d'État en 1983. Entre-temps, donc, il a commencé à écrire. Et ce qui est bien, c'est que c'est un homme qui est resté aussi très fidèle aux gens qu'il a connus. Donc, il a écrit sur Cheikh Ibrahim. Là, on le voit, là où, donc, c'est dans une bibliothèque, quelque part, j'imagine. Je pense que c'est une bibliothèque au Caire. D'accord. Je pense D'accord. Je me disais que l'architecture intérieure ne ressemble pas trop à nos bibliothèques. Exactement. Ni la bibliothèque l'ancienne bibliothèque de Wagnouni, ni de l'Hamma, bien sûr. Oui. Mais c'est une photo que j'ai trouvée, donc je remercie encore une fois tous les gens dans les réseaux sociaux donc, qui nous font profiter de leurs photos, des images, et on fait profiter le grand public avec ces images. Donc là, quand il était jeune, un peu moins jeune, c'est une rencontre qu'il a publiée dans le journal Al-Massa de l'époque. Mais là, c'est quelque chose de fort, comme le Kitab al-Atfal tafsir al-kalimat wal-jumal. C'est quelque chose quand même d'assez profond
comme orientation, j'ai envie de dire, parce que c'est la chose qu'on dit toujours, quand on parle aux enfants, il faut simplifier. Et c'est pas son courant? Non, 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 c'est pas du tout. Donc, lui, il a choisi un chemin. Donc, en plus, il a mis en pratique. Donc, c'est pas des préceptes théoriques. Donc, c'est pas un critique de la littérature. Donc, mais ce qu'il préconisait, il l'a fait. Donc, et on peut le voir dans toute sa production pour les enfants. Donc, les écrits qu'il a fait pour les enfants. Il a écrit une trentaine de livres pour enfants. Et c'est très difficile parce que on a du mal à parler aux enfants quand on veut leur inculquer. Mais lui, donc, il s'est fait quelque part une spécialité. C'est l'un des rares. Donc, c'est un homme de lettres. Il est docteur. C'est un critique littéraire. Donc, il a écrit sur la presse nationale, l'histoire. Il a écrit sur Abou Liaqdan. Il a écrit sur la poésie en Algérie, tout ce qui a les produits littéraires. Mais aussi, il a aussi écrit. C'est aussi un homme de lettres. Et ça, c'est difficile. Donc, c'est un exercice. Quand on est critique, on a du mal parce que on sait qu'on ne se fera pas pardonner si on fait. Oui. Mais donc, il a concilié les deux. Et c'est pour ça à la fin, bien sûr, il a écrit aussi ses mémoires. Donc, depuis le début de 1938 à 2014. Il est décédé, ça fait quelques temps. Donc, il est décédé en 2025, Rabbi yarhamou. Oui. Donc, et ce qui est bien, c'est que c'est un bonhomme, quand il a écrit sur des gens qu'il a côtoyés. Donc, il a même écrit un livre sur ses maîtres. Donc, il le dit, Mashayikhi kama ariftuhum. Donc, mes maîtres comme je les ai connus. C'est une perception très particulière parce que là, finalement, il parle. On a l'impression que c'est un peu subjectif, qu'il va parler un peu de ses relations, de comment lui il perçoit les choses, comment il a vécu les choses. Exactement. Et ça, c'est très intéressant. Parce que finalement. en fait, quand il écrit sur Moufdi Zakaria, quand il écrit sur Cheikh Abou Liaqdan, quand il écrit sur le Brahim Tfish, il les a connus. Donc c'est en même temps un témoignage, mais il ne va pas aussi se défaire de son avis d'académicien. Donc c'est un homme, c'est un universitaire. Donc il fait la biographie comme il le... Et puis donc il y a aussi le témoignage en même temps. Donc c'est un exercice très difficile, mais il l'a fait. Très difficile, mais intéressant. Intéressant quand on a Exactement. envie de connaître certaines personnes, parce que généralement la biographie, elle est très exigeante, elle est particulière. On parle de stations de parcours, mais on ne parle pas du côté humain, on ne parle pas des anecdotes. Et ça, c'est ce qui fait finalement la particularité d'une personnalité particulière. Justement, donc tu me rappelles quand Cheikh Saleh Ait Al-Jet a écrit les mémoires de son père, Cheikh Tahar Ait Al-Jet. Donc il a écrit de façon vraiment en essayant de s'éloigner le plus de l'écrit. Et il m'a demandé mon avis. Et je lui ai dit, Cheikh Saleh, pour être sincère, moi je m'attendais plus à un témoignage. Oui. Il me dit, tu sais, on a vécu telle et telle chose, la faim, la misère, ceci, cela. Et tu voulais que je mette ça dans le livre? Je lui ai dit oui. Oui. Oui, c'est ce qu'on aurait aimé vivre. Il m'a dit, mais c'est des choses dont on a honte de parler. Donc, et c'est ça la différence entre le témoignage et parce que le témoignage, on filtre. C'est ça. Mais la biographie, on filtre plutôt que dans le témoignage. Et bon, lui, il l'a fait. Donc, quand il parle de Cheikh Abou Liaqdan, peut-être, Inch'Allah, on va faire une rubrique à la Cheikh Abou Liaqdan. C'est quand même une très grande personnalité, comme lui, comme Cheikh Biyoud, et Cheikh Brahim Tfish aussi. C'est les trois grandes personnalités de la région. Et puis on connaît un peu la région, elle a ses particularités bien sûr, et on voit à travers ses écrits qu'ils ne sont jamais départis de leur engagement national, donc ils étaient dans le mouvement national. C'est vrai que c'est une société très organisée et c'est cette organisation qui leur a aussi permis de servir aussi surtout le mouvement national et la révolution avec Cheikh Brahim Biyoud. Et on sait très bien quand on lui a posé la question concernant la séparation du sud de l'Algérie du nord, donc il a eu une position très ferme, donc il était carrément contre, et ça a pesé pendant la révolution. Et bien sûr, on ne peut pas oublier Moufdi Zakaria, c'est l'auteur de Qassam. Oui. Donc, le poète de la révolution. Exactement. Et puis, donc, il y a des autres personnalités. Quand il a écrit aussi sur Omar Rassim, l'un des pionniers du journalisme en Algérie, il a écrit sur Ibn Badis, il a écrit sur des personnalités. Donc, c'est vraiment
Mohamed Nasser. Et quand on est parti lui rendre visite avec des amis, avec Cheikh Omar notamment, et avec un groupe de ses amis, on est parti le voir. C'était en, si je me rappelle bien, 2017, je crois que c'était 2018 plutôt. À la fin de la rencontre, quand on allait partir, il demande à l'un des présents, il lui présente un registre, il lui dit tu notes. Donc il avait cette habitude de prendre note des noms, donc il prend note des noms des gens qui sont venus le voir. Donc il a mis la date, tel jour sont venus, tel et tel et tel, et voilà les sujets sur lesquels on a parlé. Donc il avait le souci de la mémoire, donc il gardait. Et là c'est le livre, le fameux livre Mashayikhi Kama Ariftuhum. Et donc il y a tous ces maîtres, donc il y a Brahim Biyoud au milieu, il y a Cheikh Brahim Trish, pardon, il y a Cheikh Biyoud, il y a Cheikh, donc tous les grands mashayikh de la région. Et donc c'est ça un peu Mohamed Nasser. Et puis donc pour être sincère, donc j'ai jamais eu entre les mains ses écrits pour enfants. Mais j'aimerais bien voir, parce que quand j'ai commencé à chercher, donc j'ai vu, il a une très très bonne production. Donc il a peut-être une centaine d'écrits. Ah, quand même. Eh bien oui. Eh ben oui, donc j'ai été impressionné parce que la feuille que j'ai entre les mains, c'est du recto verso. Oui. Et c'est des points, donc Allah Ibarak, donc il a travaillé, Rabbi Rahman, Rabbi Jazi, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Mais pour ce qui est des écrits pour les enfants, c'est beaucoup plus des histoires, c'est un contenu qui tourne autour de quoi? Autour comment on dit, Tarbiya al-Hadifa. C'est l'éducation à travers des... L'éducation positive, on appelle exactement, ça. C'est à travers l'exemple. Donc, on a par exemple des histoires de quelques prophètes. On a, donc, il y a aussi des histoires qui sont tirées c'est des histoires coraniques. Donc, il y a aussi des... Donc il donne deux titres en général. Donc, par exemple... ce qui est dans la nature ne change pas. Entre parenthèses, exactement. Et puis entre parenthèses, le renard à 7. Et ça ne peut pas marcher. Un renard qui fait dans l'ascétisme, ça ne peut pas marcher. Un renard zahid, donc non, ça ne peut pas marcher. Donc il joue sur ça. Et puis par exemple, ne crois pas tout ce qui se dit. Entre parenthèses, l'asad ou le lion et le dromadaire. Donc, et puis comme ça, il donne des titres comme ça, le renard et le coq. Donc c'est ça. Ça nous fait rappeler aussi Kayla Wadimna, ça nous fait rappeler les fables de La Fontaine. Exactement. Ça nous fait, donc, voilà, c'est beaucoup de morale. Exactement, c'est des contes de morale, comme tu le dis. Et puis, il met en scène des animaux, il met en scène des histoires comme ça. Donc, c'est pour l'exemple, pour les enfants. Donc, c'est pour donner un peu, leur permettre de voir. En fait, c'est des scènes, c'est des pièces de théâtre. Et moi, je me souviens, on a lu beaucoup de livres comme ça quand on était petit. Mais je ne sais pas si j'ai eu entre les mains des livres de Cheikh Mohamed Nasser, je ne suis pas sûr. Donc, voilà. Donc, il a écrit aussi sur, par exemple, Khalil bin Ahmed al-Farahidi. C'est une personnalité très intéressante dans l'histoire parce que c'est l'auteur du premier dictionnaire dans la langue arabe. Et le dictionnaire tel qu'il a organisé, c'est à travers donc il met les lettres l'une devant l'autre et c'est une combinaison de lettres et puis quand ça a un sens, donc il le garde, sinon il ne garde pas, il n'y a pas de sens. C'est comme ça, c'est un travail d'analyse combinatoire. Donc même le livre a été analysé par professeur Ahmed Djabbar qui l'a analysé du point de vue mathématique. D'accord. Voilà. Eh ben voilà, une autre personnalité, et cette fois-ci que tu as connue personnellement. Ahmed, on le rappelle. J'ai eu l'occasion de le croiser, alhamdoulilah. Allah yarhamou sa'ali. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ahmed, encore une fois, pour cette belle rencontre. À samedi, Inch'Allah, pour une autre belle rencontre, comme chaque samedi. Merci beaucoup, Ahmed. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une très belle exposition donc, de Rachid Qureshi. Et c'est Feriel Hamdi qui nous rencontre dans ce reportage. On se retrouve juste après. Rachid Qureshi expose les chemins d'élévation au musée des Beaux-Arts d'Alger. Une ode mystique alliant art contemporain et spiritualité soufie. Alors
l'occasion du mois du patrimoine 2026, placé sur le thème Notre patrimoine, notre civilisation, le Musée public national d'art moderne et contemporain organise une exposition événement à Rachid Kouraïchi, Les chemins d'élévation, en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts. Cette manifestation met en lumière un ensemble exceptionnel de 80 lithographies originales issues de la collection muséale du MAMA. Ces œuvres font partie de la célèbre installation intitulée Les Maîtres Invisibles. C'est précisément avec cette œuvre que l'artiste Rachid Kouraïchi a remporté le prestigieux prix Jamil en 2011. L'exposition est structurée autour de 10 séries de 8 tableaux, dans lesquels Rachid Kouraïchi rend hommage à 10 grandes figures symboliques de la pensée et de la spiritualité soufie. Au-delà de sa dimension esthétique, le travail de Rachid Kouraïchi propose une véritable méditation sur ces figures spirituelles majeures. Il met en lumière un parcours intellectuel et mystique fondé sur l'amour divin, la quête intérieure, la tolérance et l'élévation de l'être humain. À travers ces œuvres, le public découvre la technique du miroir ou l'écriture inversée, transforme la calligraphie en un symbole universel. L'exposition est également enrichie par la présentation de documents, ouvrages, archives, retraçant le parcours de Rachid Kouraïchi. Lauréat de plusieurs distinctions nationales et internationales, l'artiste figure aujourd'hui dans les plus grandes collections mondiales. Et c'était donc une très très belle exposition de Rachid Kouraïchi, pardon, et c'est Feria Al-Hamdi qui s'est intéressé à cette belle exposition, place à la santé. Alors comment ralentir le vieillissement, ou peut-être comment revenir en arrière, hein, je ne sais pas, peut-être Anna va nous le dire, et ce sera juste après cela. Bonjour Ania. Bonjour. Comment ça va? Elle s'appelle comment ta petite? Yasmine et Hana. C'est Hana la plus petite. Alors paraît-il, Ania, que la vérité sort de la bouche des enfants et que Ania nous dit qu'à partir de juin, on va tous devenir des bébés. Oui, on va inverser le processus. Ah, on va inverser le processus. Et c'est toi qui vas nous donner les secrets aujourd'hui pour inverser ce processus. Voilà. En réalité, nous allons parler de comment ralentir évidemment le vieillissement et non pas l'inverser, comme le pense ma petite Hana qui pense qu'un jour on va redevenir tous des petits bébés. Bon, même si on voudrait bien que ça se concrétise un jour, hein, pourquoi pas. Alors paraît-il, on le dit toujours que le seul moyen qu'on a trouvé pour vivre longtemps, c'est de vieillir. Oui, voilà. Donc en fait, c'est une phase incontournable dans la vie des humains et celui qui ne vieillit pas meurt jeune. C'est ce qu'on dit aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est comment bien vieillir. Parce que vieillir, oui, mais bien vieillir. Mais bien, voilà. Nous allons parler déjà du vieillissement cellulaire cutané, c'est-à-dire ça concerne les rides, ça concerne le vieillissement apparent, mais aussi le vieillissement interne, c'est-à-dire le vieillissement cellulaire. De notre corps, des cellules nerveuses, des cellules musculaires, de toutes les cellules de notre corps. Et justement, comment ralentir, plutôt éviter, notre objectif réellement, c'est d'éviter l'accélération de ce vieillissement. Car ce qui n'est pas normal, c'est le vieillissement accéléré qui fait un peu ravage, on va dire, et plutôt le ralentir que de stopper évidemment, ou que de... voilà. Le plus ralentir
l'excès, cette accélération rapide de ce processus naturel de vieillissement. Donc, évidemment qu'il y a la génétique qui a un rôle. On ne peut pas, pour le moment, en dehors de l'épigénétique en développement, on ne peut pas impacter notre génétique. Il y a aussi l'état d'esprit, le mode de vie, l'activité physique, la sédentarité. Tout ça a un impact sur notre vieillissement. La qualité du sommeil, évidemment, ça a un impact sur notre vieillissement. On le sait aujourd'hui que un sommeil qui est réparateur à certaines heures de la nuit, notre sommeil est réparateur plus qu'à d'autres heures de la nuit, donc il faut bien dormir aussi, mais bien s'hydrater. Mais il y a tous ces facteurs sur lesquels on a un impact et d'autres sur lesquels on n'en a pas. Et donc on va essayer d'impacter, d'avoir un impact sur ce qui est changeable, ce qui est modifiable, on va dire, comme l'alimentation qui a évidemment toute sa place pour ralentir ou éviter cette accélération du vieillissement. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on va éviter comme aliment? Évidemment, oui. on va plutôt... C'est l'ennemi incontournable, hein, le sucre, des cellules, ouais. voilà, mais le sucre raffiné, le sucre blanc, car ça va accélérer le vieillissement par le processus aussi d'inflammation. Tout ce qui est polluant, tout ce qui est bien sûr tabac et alcool, ça va augmenter encore plus les toxines dans notre corps. Évidemment, tout ce qui est polluant de façon générale, hein, même les pesticides, c'est pour ça qu'on conseille d'aller le plus vers le bio possible. Même lorsqu'on conseille par exemple des fruits, des légumes, des poissons, du poulet, à chaque fois que je conseille ces aliments-là, qui sont des aliments santé, je n'ai pas besoin de dire que évidemment que je conseille des aliments bio, des aliments sans pesticides, qu'il y ait de plus en plus de certifications bio pour les aliments, donc pour les fruits et légumes notamment. Donc oui, aller vers le moins de toxines possible. Pourquoi? Parce que ces toxines-là, c'est ces déchets-là, ces radicaux libres qui vont attaquer, qui vont plutôt accélérer le processus de vieillissement, notamment par l'inflammation. Donc déjà, enlever ou réduire au maximum tous ces polluants, tout tabac notamment aussi, l'excès d'exposition au soleil, mais le soleil reste bénéfique, c'est vraiment l'excès qui est problématique, ce n'est pas l'exposition en elle-même. Et on arrive à quoi manger finalement, à l'essentiel du sujet et pourquoi. Déjà, les antioxydants, évidemment. Les antioxydants vont éliminer les radicaux libres et c'est par ce processus-là que nous allons réduire l'oxydation des cellules et donc le vieillissement cellulaire. Les antioxydants, on va les trouver évidemment dans tout ce qui est coloré, on le sait bien. Donc tous les fruits, plus c'est coloré, mieux c'est. Pourquoi? Parce que chaque antioxydant va donner, il y a des antioxydants qui ont un effet général pareil, mais ils vont se complémenter car ils sont plutôt différents et chaque couleur va correspondre à un type d'antioxydant et du coup plus c'est coloré, plus il y a des fruits colorés dans notre consommation ou des légumes aussi, plus c'est riche. Et je citerai parmi eux la grenade aussi, qui est très riche en antioxydants. Voilà. On va dire que les fruits rouges font quand même partie des meilleures sources d'antioxydants. Voilà, même si tous les autres en contiennent, mais ça reste les plus riches. On va aussi, à côté des antioxydants qu'on trouve aussi dans le chocolat noir, on l'a déjà dit, dans le cacao surtout, car on peut aussi ajouter du cacao dans certains desserts, voilà, mais pas forcément le chocolat noir, mais ça reste quand même une bonne source de cacao au-delà de 70%. Mais il y a aussi le thé bio. Le thé est très très riche en antioxydants. Ça fait partie des aliments, si je devais choisir une quinzaine ou une douzaine d'aliments anti-vieillissement, le thé en ferait partie à côté des fruits et des légumes colorés. Donc le thé est très très riche en antioxydants et c'est un très bon allié contre le vieillissement cellulaire. Dans le thé, n'importe quel thé? On parle de thé noir, thé rouge, thé vert. Le thé vert. Le thé vert est le plus connu pour ça. Par contre, de préférence des feuilles complètes et qu'il soit bio, évidemment, car il y a aussi des problèmes liés à la production de thé. Donc, il faut bien voir que c'est certifié bio de préférence.
On a aussi les bonnes graisses. Les bonnes graisses comme l'huile d'olive. L'huile d'olive extra vierge pressée à froid. L'huile d'olive est une excellente source d'antioxydants, est un aliment anti-inflammatoire qui est vraiment connu pour ses effets contre le vieillissement cellulaire. Donc l'huile de colza également. Il y a aussi des oméga 3 qui vont agir pour la santé cellulaire et donc pour le renouvellement de ces cellules. Donc l'huile d'olive, les graines de lin aussi, les graines de lin qui sont, on a déjà parlé de ça, très riches en oméga 3 et ça va aussi apporter cette brique anti-vieillissement à côté des antioxydants. Donc les graines de lin restent quand même très intéressantes, il faut juste bien les broyer pour avoir un meilleur effet. C'est un petit peu comme les graines de chia qu'il faut bien hydrater. Chaque aliment reste intéressant mais a sa petite façon d'être préparé pour avoir un bon effet. J'ai envie de dire des petits caprices, hein, parce que là... Oui, je comprends. Je peux comprendre. Donc, des bonnes huiles, mais aussi des protéines. Par rapport aux protéines, on le sait, plus le régime va vers le végétarien, on va dire, sans être végétarien, on va dire plus de légumes, de fruits que de viande, évidemment, parce que les viandes contiennent quand même, comment dire, les viandes vont... Quand il y a trop de viande dans notre alimentation, de viande rouge, on va déséquilibrer l'équilibre acido-basique de notre corps. C'est-à-dire que notre corps va être plus acidifié. C'est les fruits et légumes qui ont un pH plus basique, alors que la viande rouge plus acide. Et un terrain acide est un terrain inflammatoire, est un terrain pro-vieillissement. Donc on va réduire les viandes rouges de notre alimentation sans les exclure. Là, on va parler plus d'équilibre. C'est-à-dire que si vous en manquez de ces protéines qui viennent des bonnes protéines qui viennent des viandes, vous allez avoir un problème. Mais si vous prenez en excès, c'est un autre problème. C'est un autre problème. On a parlé de l'excès. Pourquoi manquer de protéines, de viande, notamment dans son alimentation, est un problème? Parce que tout simplement, au-delà d'un certain âge, nous allons perdre de la masse musculaire. Et donc, nous avons besoin de ces protéines-là pour reconstruire le muscle à côté de l'activité physique et donc pour aussi aider le corps à se régénérer, on va dire, mais aussi pour le collagène aussi. Car qui dit vieillissement, qui dit on va dire santé cutanée, de façon générale, nous avons besoin de collagène dans notre alimentation et pour cette raison, on va quand même consommer un peu de viande, plutôt consommer suffisamment de viande sans excès pour apporter le collagène. Il y a aussi un autre aliment, l'avocat, qui est très intéressant car il y a des antioxydants et des bonnes graisses dedans. Il fait partie aussi, je le rajouterai à la liste d'aliments à privilégier à côté du thé vert, à côté des fruits colorés et à côté du chocolat noir, du cacao, de l'huile d'olive, des poissons gras aussi pour les oméga 3. Donc pour résumer, il y a plusieurs axes. Il y a l'axe protéine pour apporter le collagène, pour apporter cette force musculaire et cette récupération musculaire finalement. Le collagène et protéines, donc assez de viande mais pas en excès pour ne pas acidifier. Il y a les antioxydants, donc cacao, fruits et légumes colorés de préférence, thé vert bio, pour aussi son effet très riche en antioxydants, graines de lin, broyées. Voilà, broyées. La vitamine C aussi est très importante pour lutter contre le vieillissement, donc tout ce qui est riche en vitamine C est à prendre et à inclure dans son alimentation. Les oranges évidemment, les fraises, le poivron cru, très connu pour sa richesse en vitamine C, donc à inclure aussi dans son alimentation quotidienne. Voilà, donc finalement tout tourne autour de l'alimentation. On ne peut pas s'échapper. Il y a toujours une part. Toujours, voilà. Elle a toujours sa petite part de présence. Une part importante. Hein. Très importante, oui. Petite, On non. essaie d'être un petit peu Petite, modeste. non, mais très importante, effectivement. Donc, on revient toujours à l'assiette variée, on revient toujours à l'assiette équilibrée. Colorée, variée, voilà, pas d'excès surtout. On ne va pas se priver de protéines, mais on doit quand même ne pas être dans l'excès.
aller vers le bio le maximum car c'est les polluants aussi qui vont agir. L'activité physique, ne pas l'oublier car le fait de transpirer, d'éliminer des toxines, c'est aussi une façon d'alléger les émonctoires. Les émonctoires, c'est tout ce qui aide notre corps à se purifier, tous les organes qu'on a qui nous aident à se purifier, c'est-à-dire le poumon par l'élimination respiratoire, c'est-à-dire le foie par la détoxification du corps, les reins par l'élimination voilà, des urines qui sont aussi des toxines, le côlon qui élimine évidemment les sels et donc nettoie le corps. C'est ça qu'on appelle les émonctoires et aider les émonctoires à mieux fonctionner, à mieux éliminer la peau aussi au travers justement de la transpiration. C'est les émonctoires, c'est les organes qui font sortir les toxines, éliminent les toxines et donc on va aider les organes émonctoires à éliminer ces toxines-là en leur apportant tous les nutriments et les micronutriments essentiels. J'ai failli oublier le sélénium qui est assez important ainsi que le zinc pour évidemment lutter contre le vieillissement cellulaire. Alors juste une question Ania par rapport au thé. Alors une boisson très très prisée d'ailleurs, n'est-ce pas? Une boisson très prisée et tout au long de l'année, même quand il fait chaud. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors juste une question par rapport au thé. Alors il nous a toujours été conseillé d'éviter de prendre le thé juste après les repas. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste ça pourrait être, c'est pas que ça pourrait être utile de le prendre, c'est pas que ça pourrait, c'est utile de le prendre à distance, évidemment, des repas. On a tendance tous à le prendre un petit peu, on a envie en tout cas d'un petit thé après ou un petit café après le repas, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout ce qui est conseillé en nutrition. Il faut prendre cette habitude d'espacer sa petite tasse de thé ou sa petite tasse de café des repas. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement diminuer l'absorption du fer et ça va favoriser tout ce qui est anémie, tout ce qui est voilà, baisse de même par rapport à la vitamine C. Donc il y a un petit peu un problème par rapport même au café qui va réduire l'absorption de magnésium. Donc il faut essayer d'éviter de prendre son thé et son café juste après le repas. Essayez au moins d'espacer un petit peu. D'accord. Mais sinon le café ne fait pas partie de la liste aujourd'hui? On va dire sans excès, pas autant que le thé. Il y a un effet antioxydant. D'accord. Puis tout à l'heure, j'attends que tu parles du café. Je sais, je sais tellement. Moi aussi, j'aime le café. Après j'adore le thé aussi. Voilà. Le thé à la menthe, c'est vrai que c'est très bon. Oui. Ça reste très bon, particulièrement. À ne pas trop sucré quand même pour avoir le bon effet, l'effet. Je te rassure, je le prends sans sucre. Ah, ça va, c'est déjà bien. Mais il y a quand même des effets assez positifs du café. Il comporte aussi des antioxydants. C'est juste qu'il ne faut pas en abuser. Et je préfère quand même du thé vert bio que du café. Le plus important, c'est que le café fait partie de la liste. Il peut en faire partie, secondairement. Elle négocie. Bon, c'est pas grave. Après, tu nous donnes toujours un espace où on peut quand même négocier et avoir quelques dépassements en termes de nutrition. Merci beaucoup. Merci. Ania, encore une fois, d'être revenue sur. Donc, il n'y a pas moyen de revenir petit. Pour le moment, non. Pour le moment, il n'y a pas moyen. Non, on va voir. Pour le moment, on va bien vieillir. Voilà, et accepter surtout, car chaque étape, c'est un peu philosophique, mais c'est réel, il faut bien l'accepter. Chaque étape a ses. Voilà, le plus important, c'est que nous avons de bonnes. Enfin, si on arrive à avoir les bonnes habitudes, on va bien vieillir, et je pense que c'est la chose la plus importante. Et surtout ralentir plutôt. Voilà. Arrêter cette accélération du vieillissement. C'est surtout ça l'objectif au final. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Ania, on se retrouve très vite, Inch'Allah, pour d'autres conseils. Merci beaucoup. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de la place Kitane pour vivre un petit peu cette ambiance en compagnie de Samia Boaro. Et on se retrouve juste après. Kitane à Bab el-Oued, le temps d'un week-end, ce lieu de détente au cœur d'Alger offre un cadre naturel, agréable aux familles et aux sportifs. Je suis un athlète laser, voile, depuis 10 ans. نجي صباح لهنا توجور ندير شويه فيلو ومن بعد نوجد البابور ديالي ونخرج نطريني. ما كانش هكذا. نو كانت لي بيسين هذو كانوا كاينين من بكري بصح الجهه اللي من هنا بدلوها خدموها مازال ما فينا واش برك مليحه. هذا ما كان. لا مليحه.
بدات تطول الحال والله العظيم ما شاء الله. والله يا الكورنيش هذه الله يبارك تخرج حتى الاخر والله غير ما شاء الله. Ici, on peut admirer la mer et tout le panorama qui s'offre à nous à partir de ces allées situées au pied de Notre-Dame d'Afrique. Cet endroit fraîchement aménagé est devenu un bon plan pour les amateurs de randonnée. Je suis venue pour jouer au foot et regarder la mer. C'est la première fois en Alger. شفت البحر عجبني شفت الصباد les endroits شابين ولي فاك حتى أنا نحب لي فاك نحبها. Les pêcheurs également se rendent ici pour le plaisir des yeux et des saveurs marines. Abdelwaheb apprend à son fils les bases de la pêche, car ici à Bab el-Oued, on parle de Ouled el-Bahar et de la passion de la pêche de père en fils. صباح ولا دي فوا نطيح لا دانيير فوا جبت واحد ساعة حبات صار انا عماه واحد ساعة حبات تاع صار هكذاك باس الحمد لله سيكيريزي الحالة تبدلت خدموها بيان الناس دوك تبدلت ولينا نشوفوا لي سبورتيف مع صباح يديروا فوتينغ ماشي غير لي بيشور كاين مام صحاب الرياضة هكذا يجوا هنايا يديروا فوتينغ ميكست نساء رجال فاميليات تما صافا الحمد لله. Une autre tradition ici, les enfants de Bab el-Oued et leur histoire avec les criques depuis leur jeune âge, d'où le titre de Ouled el-Bahar. Entre mer et terre, le Kitani demeure un endroit très authentique pour la population algéroise. Et de retour sur le plateau, c'était donc une petite balade du côté de la place Kitani. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une très belle discipline. Et je ne pense pas qu'il y ait au moins un d'entre nous qui aurait au moins piloté, conduit, voilà, conduit un vélo. Et justement, nous allons parler d'un très bel événement qui a commencé jeudi, qui va se terminer aujourd'hui. Il s'agit donc de Algeria Bike Week et nous en parlons en compagnie de M. Abdelghani Mechti. Bonjour, marhaba bik. Bonjour, marhaba bik. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. De nous avoir accueillis sur ce beau plateau de Canal Algérie. Marhaba. Marhaba bik. Marhaba. Alors, c'est 3 jours donc intenses de vélo. Finalement, alors parlez-nous un petit peu de cette initiative. Ça a commencé en 2022 avec Live to Ride qui est l'initiateur de l'événement et nous, le HOG, on est co-organisateur depuis 3 ans. C'est la 5e édition, c'est l'édition anniversaire et chaque année, c'est un événement qui prend de l'ampleur, qu'on voit grandir au fil des années et puis on remarque que au-delà de l'esprit bon enfant autour duquel gravite cet événement-là, c'est des étapes. Donc la première étape, ça commence par un raid, un rallye, où on emmène généralement des étrangers qui viennent en Algérie pour découvrir l'Algérie à travers cet événement-là. Ah, finalement, d'une pierre deux coups. Exactement. Alors, on pratique l'activité et on fait du tourisme. Tout à fait. Donc, tourisme à moto, on essaie de promouvoir au fait la destination Algérie à travers la moto. Donc, cette année, on a 12 nationalités qui ont pris part au rallye. L'année dernière, c'était 8 nationalités. En 2024, c'était 17 nationalités. Donc, on voit de l'engouement des gens qui vivent de l'autre côté, donc des franco-algériens. Oui, aussi d'autres nationalités. On a aujourd'hui des gens du Portugal, de France, de Moyen-Orient, d'Inde. Carrément. Oui, des gens qui viennent participer avec nous. Et au fait, l'événement commence à prendre une dimension nord-africaine, pour ne pas dire africaine. On n'a pas au fait la prétention d'en faire un événement africain. Pourquoi pas dans les années à venir. Mais on voit au fait un engouement quand même assez important. Et donc, ça a commencé jeudi, c'est 3 jours. Qu'en est-il des amateurs? Alors, les amateurs prennent part au même titre que les clubs moto officiels. Donc, le village qui a débuté à Algeria Bike Week a débuté jeudi matin. Bien entendu sous l'égide de la wilaya d'Alger, de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger, et on remercie l'Ecopark qui nous a accueillis au sein de son enceinte. Et les clubs amateurs ainsi que les motards indépendants prennent part à cet événement-là. Donc
Ils viennent rendre visite donc, à leurs amis qui font partie des clubs. Et Algeria Bike Week, au fait, réunit des opérateurs du monde de la moto, donc des opérateurs économiques, et aussi des utilisateurs. Et l'idée, c'est au fait de les Connecter, linker. oui. Tout à fait. Et donc, du coup, on a au fait des échanges. Vous avez des gens qui vendent des casques, des équipements moto, des assureurs, vous avez des gens qui vendent des équipements de campement, des téléphones connectés, des caméras. Donc on a au fait un mélange qui fait que il y a une vraie interaction entre les gens qui viennent sur place, donc les visiteurs et les exposants et aussi les clubs moto. Après, vous avez au fait un programme pendant la journée. Il y a des shows qui sont organisés. On a commencé jeudi après-midi et à travers ces shows-là, on fait beaucoup de sensibilisation à la conduite responsable. Donc, C'est la question que j'allais vous poser par rapport à la sensibilisation. Parce que je sais que les clubs font un travail colossal en termes de sensibilisation. Exactement, mais on n'est pas seul. On est accompagné, bien entendu, il y a des exposants aussi étatiques qu'on remercie. Donc il y a la Direction générale de la Sûreté nationale qui est sur place, la Direction générale de la Protection civile et le commandement de la Gendarmerie nationale, ces trois institutions qui nous accompagnent sur cet événement-là. Dire que c'est un événement quand même qui porte de l'importance à travers les institutions publiques. Alors c'est un événement compétitif? Non, oui et non. Oui et non. Oui et non, parce qu'il y a le rallye, il y a le... Oui. Alors c'est un rallye touristique. D'accord. C'est pas un rallye où il y a au fait des prix à gagner. Non, c'est un rallye touristique. En 2023, on a été à l'ouest. En 2024, on a été un peu dans le sud. Cette année, on a choisi l'est pour donc c'est justement... itinérant. Tout à fait. Donc l'Algérie aujourd'hui regorge de régions, c'est immense. Donc on peut à la limite se faire plaisir et faire plaisir à nos invités pour leur faire découvrir justement l'Algérie à travers ses routes, ses paysages, ses cultures, culture culinaire. On a un super beau pays et aujourd'hui nous, motards et comités d'organisation, on essaie un petit peu de faire la promotion de notre cher pays à travers un événement comme ça. Et votre gilet représente votre association, c'est ça? Tout à fait. Moi, je suis président du HOG Algiers Chapter Algeria, le club Harley-Davidson en Algérie. Et on est co-organisateur de cet événement. Je suis motard, bien entendu, avec la petite communauté qu'on a dans le club. Et forcément, c'est les couleurs. Un gilet, ça s'appelle des couleurs. Et puis, on a des patchs, des pins qui représentent un petit peu les années d'adhésion, les endroits qu'on a visités, les événements auxquels on a participé. Et donc, on collectionne un petit peu les choses là où on va, là où on rend visite, les événements auxquels on participe. Et donc, du coup, c'est au fait quelque part, un patchwork. Vous prenez vos souvenirs avec vous là où vous partez finalement. Tout à fait, bien sûr. Et la petite guitare? La petite guitare, oui. C'est Hard Rock Café. Ça c'est votre passion par contre. Voilà. Alors, nous sommes en train de découvrir de très très belles images justement que vous nous avez ramenées. Alors là, il y a autre chose qui m'attire, c'est l'engouement du public. Alors l'engouement du public, c'est vrai que jeudi, lors de l'inauguration, on a fait un pic à 16h où on avait pratiquement 1200 visiteurs. Oh, waouh! Ouais. Donc après le vendredi, forcément, vous avez plus de monde. Après le Jamoua, il y a eu une parade il faut le noter, qui a rassemblé pratiquement 700 motards hier matin au départ des Sablettes, où on était escorté par la gendarmerie nationale et la police nationale, donc sur un parcours de 16 km qui nous a fait passer par Djamel Kbir, donc, qui aujourd'hui, au-delà du monument religieux, est devenu au fait vraiment un mastodonte qui ne passe pas inaperçu. Et c'est une belle image d'avoir au fait une file indienne de moto qui passe devant Jamal al-Jazair. C'est une fierté pour nous et qui nous a amené vers l'autoroute de l'aéroport avant de rallier le site auquel on a rejoint les milliers de motards qui nous attendaient. Et le programme pour aujourd'hui? Alors, avant de parler de programme d'aujourd'hui, hier, on a eu quand même un pic l'après-midi à pratiquement 6 000, 7 000, quand même. 6 000, 7 000 participants, donc des visiteurs entre autres.
Cette année, pour la 5e édition, on a ramené une championne du monde qui a fait le show hier après-midi, c'est Sarah Lizito. On a fait le pari de la ramener pour justement cette édition spéciale. Et tous les amateurs, les familles et aussi les clubs moto se sont réunis pour justement le show qu'elle a donné. On a réservé des gradins pour les familles. Donc c'est une attention particulière parce qu'on voit que les gens viennent vivre cet événement-là en famille. Et aussi, il y a une jante féminine qui commence à prendre part à cet événement-là, donc des motards femmes, auxquelles on a réservé un chapiteau pour qu'elles puissent se rassembler, se connecter entre elles. Avec la Ligue algéroise des sports mécaniques, on a organisé des challenges pendant la journée, comme vous le voyez. Et c'était assez intéressant de tout point de vue. J'imagine. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, clôture à l'après-midi. Le matin, il y a des programmes qui vont commencer à partir de 10h30. Donc il y a des challenges entre clubs. Nous-mêmes, on organise un challenge. De midi à 14h, Sarah Lizito, donc la championne du monde, fait une séance de dédicace photo. On va vous retrouver à quel niveau? Au niveau de l'éco-parc de Oued-Smar. Donc j'invite tout le monde, enfin les gens qui sont à côté de l'Algérois et des wilayas limitrophes, de venir nous rendre visite et de voir un petit peu ce qu'on fait. Ça se termine aujourd'hui à 17h. Toutes mes félicitations. Merci. Et puis, pourquoi pas d'autres événements de plus grande envergure. Inch'Allah. On vous attendra l'année prochaine? C'est un événement annuel? Annuel, on vous attendra l'année prochaine? Inch'Allah. Marhaba bik. Et merci beaucoup encore une fois et bravo pour tout le travail que vous faites, particulièrement le travail de sensibilisation, parce que les jeunes d'aujourd'hui, on en a toujours besoin tout à fait, bien sûr. de tous les temps. Merci beaucoup. Encore une fois, Abdelghani Mechti, je rappelle, vous êtes membre du comité donc Algeria Bike Week. Merci encore une fois. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté du musée des Antiquités, là où il y a eu un bel hommage qui a été rendu à l'un des piliers de l'art algérien. Il s'agit de Mohamed Temmam. C'est Lila Benaïcha qui s'y intéresse dans son reportage et on se retrouve juste après. Mohamed Temmam et ses élèves, la palette vivante, une exposition hommage organisée par le Musée national des antiquités et des arts islamiques et un collectif des anciens élèves du maître de la miniature, de l'enluminure et de la calligraphie, Mohamed Temmam, qui fut le premier conservateur de ce musée. Cette exposition qui rentre dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine de 2026 et qui donne une image sur un des pans de notre culture et de notre patrimoine, à savoir l'art de la calligraphie, de l'enluminure et de la miniature. Chaque élève participe par un nombre de 2 jusqu'à 3 œuvres. En parallèle, nous avons donc exposé une partie de la collection de Temmam que nous conservons au sein du musée des antiquités. C'est extraordinaire. Je me suis senti dans les années 80 parce que on a eu la chance de le côtoyer. Quand tu vois même les élèves qui exposent là, quand je vois son travail, le travail تاعهم, je me dis بلي خلى la trace. Il ne mourra jamais. Les grands hommes ne mourront jamais. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait dans leur vie, il restera pour l'éternité. C'était quelqu'un qui avait un sens de l'humour très fin, qui est complètement inattendu. Et c'est en même temps quelqu'un de très intellectuel, très cultivé, qui était d'une grande culture. L'exposition compte une dizaine d'œuvres de Temmam et une vingtaine d'autres réalisées par 10 de ses anciens élèves. Des œuvres inspirées des traditions arabo-islamiques où se distingue cette renaissance de la miniature et de l'enluminure. Temmam, c'était mon professeur. Il m'a toujours encouragé à faire de la miniature parce que j'étais un peu fort en dessin. Parce que la miniature, ça demande beaucoup de maîtrise en dessin. M. Temmam, il a fait beaucoup de timbres. Et aussi, c'est un artiste peintre. Et c'est un musicien. Oui. Temmam a su allier les techniques classiques et sensibilités modernes pour valoriser ce patrimoine artistique. Usant d'un génie singulier, il manipule l'or des couleurs chatoyantes avec finesse et délicatesse pour donner naissance à des œuvres d'une extrême beauté.
L'enluminure, elle demande de l'or fin véritable, moins 18 carats. Donc ça coûte. Et la peinture, c'est à base de miel. Parce que ça fait partie de notre identité nationale. Alors avec le temps, ça va disparaître. Donc il y a une école, il y a un maître qui enseigne la miniature, donc il y a des gens qui travaillent, qui produisent. Sur les traces de leur maître, les disciples de Temmem copient son style et parfois même osent innover dans les techniques classiques avec une touche de modernité afin d'assurer la transmission de cet art. Cette exposition, c'est une très belle exposition sans aucun doute. C'est une petite partie de notre immense patrimoine artistique. Et je crois qu'il est très important, parce que ce patrimoine il n'appartient pas seulement à l'Algérie. L'art, ça appartient au monde. On doit exporter notre art, notre richesse, la faire connaître au monde entier. La miniature, l'enluminure et la calligraphie, un courant artistique longtemps marginalisé, a retrouvé sa gloire d'antan avec cette exposition qui démontre la capacité de renouveau et de transmission. Et voilà, c'était donc un bel hommage qui a été rendu à Mohamed Temmem du côté donc, du musée des Antiquités. Cette fois-ci, place à la solidarité avec nos sœurs et nos frères les Palestiniens. Un événement qui a déjà eu lieu, un événement qui prend encore de l'ampleur. Il s'agit donc d'un match foot d'ailleurs, dont la cagnotte par la suite sera distribuée à nos sœurs et à nos frères les Palestiniens. On en parle justement aujourd'hui avec les organisateurs, à savoir M. Faïd Hamza. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci de me recevoir. Eh ben, ça fait plaisir parce que du moment que vous faites une deuxième édition, ça veut dire que la première édition est une réussite. Oui, ça a été une N'est-ce réussite, pas? effectivement. Bon, on va dire entre la première et la deuxième, il y a eu quand même une belle évolution. Belle évolution et on va en parler. Et on va en parler dans un petit moment. Et justement, le co-organisateur est également parmi nous, Omar Ben Slimane. Bonjour. Bonjour. Marhaba. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Alors je disais, vous allez participer, vous allez jouer? Bien sûr. Et comment? Bien sûr. Et comment? Et comment? Surtout On est là pour cette cause. Surtout pour cette cause. Ah oui, on ne peut pas louper un match comme ça. Vous avez l'habitude de jouer? Alors je joue, oui, pour le loisir. Pour le loisir, oui. Mais là, ça va être joindre l'utile à l'agréable. Là, c'est le cœur qui va jouer. Voilà, ouais. Effectivement. Alors, Faïd Hamza, je reviens à vous. Je disais qu'on vous a reçu d'ailleurs pour la première édition. C'était il y avait beaucoup d'ambition finalement pour la première édition. Alors, entre première et deuxième, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué, on va dire? Disons que la première édition, ça a surtout été une idée. On est parti vraiment d'une idée. Oui. Voilà, on a fait un petit match, c'était à peu près une petite dizaine, une petite cagnotte. On a récupéré à peu près 600 €. Bon, c'est pas mal. C'était vraiment la première édition. Voilà, exactement. Mais par contre, c'est vrai que la ferveur était là quand même, parce que ça a plu à tout le monde. Et comme disait justement Omar, les gens ils jouent avec le cœur. Quand on joue pour une cause. Quand on allie à la fois ma passion qui est le football, il faut pas se leurrer, et en même temps d'être là en fait, l'idée est venue de là, parce que c'est votre passion. Exactement, voilà, c'est un peu ma passion. Je fais du football depuis que je suis jeune. J'ai jamais été pro, football amateur, qu'on se comprenne bien. Donc voilà. Vous êtes pro ailleurs. Voilà, pro ailleurs, voilà, je suis pro ailleurs, exactement. Et du coup, voilà, donc ça a très bien plu, etc. Donc j'ai quand même fait une deuxième édition en Europe. Voilà. Là, pareil, c'était l'évolution de la cagnotte et surtout en plus avec l'ONG avec qui je travaille sur ce projet qui est Humanapi, qui œuvre en Palestine donc depuis 35 ans. Eux aussi, ils ont été emballés par l'idée parce qu'ils se sont dit c'est vraiment intéressant d'allier justement le football avec l'humanitaire. Et du coup, comme je suis revenu en Algérie, comme je suis quelqu'un qui vient souvent en Algérie, je dois venir après tous les 3 mois. Et j'ai d'ailleurs l'intention de m'installer en Algérie, Inch'Allah. Inch'Allah, marhaba. Et du coup, j'ai rappelé tous les copains, on a un petit groupe WhatsApp, machin. Je dis, est-ce que les gars voulaient refaire une nouvelle édition? Et là, j'ai pas compris, pareil, nouveau sponsor qui arrive. Qui met encore plus de moyens, machin, etc. Donc là, on a 2 gros sponsors, des belles entreprises, une belle ONG.
Là, on va être à peu près entre 50 et 100 personnes, donc sur... C'est x10 hein, finalement par rapport à la Voilà, première voilà, édition. x10. Et encore, j'ai freiné. Sincèrement, j'étais obligé de freiner parce qu'il y a des gens qui me contactent sur WhatsApp, est-ce que je peux venir, etc. Parce que les sponsors, en fait, ils ont floqué des maillots, donc mais des maillots de l'équipe nationale. Donc on a le blanc et le noir. D'ailleurs, si vous voulez regarder Farid Hamza sur LinkedIn, vous allez, je le présente, le maillot, il est super, super joli. D'ailleurs, on va faire des beaux lives, hein, je pense, Omar, cet après-midi avec les maillots. Ça a commencé déjà ce matin, hein, n'est-ce pas, avant même l'émission. Hein. Exactement. Dommage, j'ai pas mon téléphone, hein. Moi j'aurais vu comment ça se passe. Et donc oui, très belle ferveur. Donc les gens, comme disait Omar, justement, ils viennent avec le cœur. Et bien évidemment, le but, c'est d'essayer d'avoir le plus de cagnottes possible. Là, cette fois-ci, on va passer à une gamme supérieure. On va faire des lives. C'est pour ça que j'ai invité Omar. Parce que c'est comme, en fait, Omar, je l'ai vu sur TikTok, machin, etc. J'aimais bien son contenu. Il défend énormément l'Algérie. C'est quelqu'un qui parle un peu de comment s'installer en Algérie. Il présente des choses comme, je sais pas, tiens, il a fait des vidéos sur Alger où il explique un petit peu l'histoire de l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, etc. Et donc j'aime bien son contenu, donc je me dis bah tiens, lui il faut absolument que je le contacte. On se connaît depuis finalement, 2 semaines, 3 semaines peut-être. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais à côté de ça, voilà, il est à fond pour l'Algérie, donc du coup. Les bonnes causes sont toujours fédératrices. Oui, voilà, c'est ça, pas exactement. Alors justement, Omar, ça a commencé ce matin, je le disais, donc juste avant l'émission, donc la promotion de l'événement, on va dire, quelles sont vos attentes, vous, autant qu'influenceur, en tant que quelqu'un qui a juste entendu parler de cette initiative? Quelles sont vos attentes? Ce que j'attends, c'est une grande réussite de cet événement-là. Déjà en tant qu'Algérien, parce qu'en tant qu'Algérien, cette cause nous touche énormément. Parce qu'il ne faut pas oublier en nous. Oui, on la porte en nous parce que tout simplement, on connaît l'histoire et on sait que ce que vivent les Palestiniens aujourd'hui et les Algériens l'ont vécu. Donc ça nous touche vraiment, on se sent vraiment concerné par cette cause. Et donc c'est un symbole fort de pouvoir faire cet événement ici en Algérie, à Alger. Donc j'attends vraiment une réussite de cet événement, un vrai engouement autour de cet événement, qu'on puisse vraiment apporter la plus grande aide possible à nos frères et sœurs qui subissent une injustice et voilà, on sait ce qui se passe là-bas et malheureusement, voilà, on fait comme on peut, nous, à notre niveau, pour pouvoir apporter quelque chose, les aider dans leur quotidien qui n'est pas facile. La part du colibri, comme on le dit si bien, n'est-ce pas? Comment? La part du colibri, comme on le dit si bien. Chacun apporte un petit quelque chose, justement, pour pouvoir soutenir effectivement nos sœurs, nos frères, les Palestiniens. Mais sinon, vous vous êtes déplacés pour cet événement? C'est ça. Alors, moi, je devais être sur Alger parce que, comme l'a dit Farid, alors moi, je viens très souvent en Algérie parce que, pareil, il y a des projets aussi d'installation. Je milite beaucoup pour un retour de la diaspora algérienne en Algérie parce que je crois beaucoup à cette nouvelle Algérie et ce qu'elle est en train de mettre en place et comment elle avance et comment elle se développe. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, j'avais prévu de venir, mais j'ai modifié effectivement mes billets d'avion pour pouvoir être là aujourd'hui pour participer à cet événement qui me touche beaucoup et auquel je tiens parce qu'encore une fois, c'est une cause qui nous touche. En tant qu'Algérien, voilà, c'est la Palestine. Quand on dit Palestine aux Algériens, on voit tout de suite la réaction et tout le monde répond présent. C'est vrai que lorsqu'on dit Palestine, comme si on disait Algérie. C'est pareil. Vraiment, il y a la même chose. Il n'y a aucune différence. On porte l'Algérie comme on porte la Palestine, effectivement. Dans le cœur, Farid Hamza, sinon, pour l'événement de cet après-midi, est-ce que quand même l'événement sera ouvert probablement aux personnes qui voudraient juste venir voir, découvrir l'événement? Probablement, ils pourront intégrer l'événement dans les prochaines éditions. J'imagine qu'il va y en avoir des prochaines éditions. Oui, je pense qu'on va. D'ailleurs, on attend la Coupe du Monde justement pour faire une nouvelle édition. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent venir? En fait, j'ai peur d'ouvrir cet événement-là. Donc c'est juste une question d'organisation. Voilà, c'est une question d'organisation. Voilà. Et surtout qu'en plus de ça, on fait ça dans un food five. Je n'ai pas prévenu la personne sur place. Voilà. Donc si je dis aux gens venez et qu'il y a une foule qui arrive. Une foule, voilà. Donc, après, il faut s'attendre à la foule. Hein, il faut s'attendre. Justement, on est en Algérie. Donc si on laisse la porte ouverte à tout le monde, on dit où on est, je pense que voilà, on connaît les Algériens, comment ils sont impliqués dans cette cause. Je pense qu'on va se retrouver un peu débordés et pas en mesure de pouvoir gérer l'événement correctement. Donc, probablement pour les prochaines éditions, Inch'Allah, il y aura peut-être des espaces plus ouverts, plus spacieux
pour pouvoir, pourquoi pas donc recevoir Bon, en fait, des personnes qui voudraient juste voir l'événement. exactement, oui, effectivement. Donc en tout cas, la prochaine édition, j'aimerais faire un foot 11 contre 11. Donc là, c'est 6 contre 6. Et là, effectivement, comme ça, On on passe au pourrait aller- professionnalisme, hein, par contre. Hein On se professionnalise, par contre. Hein. On va essayer, on va essayer, et de trouver bien évidemment des têtes d'affiche. Voilà, comme ça au moins on pourra vraiment. C'est l'objectif. Hein, il faut pas se leurrer. C'est de trouver une grosse tête d'affiche, par exemple comme Belloumi, Daleb. J'aimerais bien. Hein, si vous me regardez, allez-y. Hein. Oui. Allez-y, Oui. avec grand plaisir. Mais bon, je pense qu'on va y arriver de toute façon à un moment donné avec les sponsors qu'on a. Ils ont déjà ces contacts-là. Là, on n'a pas pu les toucher parce que ils n'étaient pas disponibles. Mais oui, l'objectif, c'est de faire un événement dans un match. Et là, effectivement, on pourra via les réseaux sociaux, etc., dire venez. Hein. Oui. Au contraire. Voilà. Pourquoi pas. Alors, vous êtes sur TikTok et donc vous avez déjà annoncé l'événement. Quelle est un petit peu la réaction donc, de vos followers? Alors, on a commencé à annoncer l'événement déjà peut-être il y a 2 semaines. Comme ça, la réaction est très bonne. Les Algériens ont répondu présent. Donc, c'est une fierté de voir que les Algériens ont répondu présent. On s'attend vraiment à une forte présence parce que l'événement sera aussi diffusé en live via nos comptes des réseaux sociaux. Donc, voilà, on attend vraiment un grand engouement autour de cet événement et une vraie présence. Et j'en doute pas une seule seconde. Honnêtement, voilà, on sait comment on est, on sait voilà, quand il s'agit de causes comme celle-ci, encore une fois, on le redit, mais voilà, on répond présent. Eh ben, on va vous souhaiter très très belle réussite encore une fois, d'autres belles réussites, d'autres beaux événements encore qui portent la Palestine dans le cœur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On vous retrouve cet après-midi via les réseaux sociaux. Merci beaucoup Omar d'avoir été parmi nous. On vous retrouve également cet après-midi à travers les réseaux sociaux. Avec plaisir et merci à vous. Merci de nous avoir reçus et d'avoir mis en lumière aussi cet événement. Donc voilà, encore une fois, merci. Marhaba bikum, en tout cas, merci beaucoup encore une fois. Et on continue, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée pour revenir à un très très bel hommage qui sera rendu à une diva de la chanson arabe et la chanson algérienne. Il s'agit de Warda Jazairiya. Mais avant cela, je vous laisse apprécier cette chanson de Warda. On se retrouve juste après. ماليش وبعدك مفيش أنا دانا 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 أنا غيرك ماليش وبعدك مفيش أنا 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 ده أنا مهما أقول بهواك ده أنا مهما أقول بهواك أنا بهواك أنا مهما أقول بهواك أنا بهواك ده كل الكلام ما يكفنيش ولا الزمان
أنا ما يقضنيش ما يكفينيش وما يقضنيش وما فيش أنا دانا 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 أنا 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 غيرك ماليش وبعدك ما فيش ما فيش أنا Et de retour sur le plateau, c'était une très très belle interprétation donc de notre diva Warda Al Jazairiya, Allah yarhama wa sa'aliha, qui nous a quittés en 2012. Ça fait déjà 14 ans, ça passe tellement vite, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Cher ami, bonjour. Bonjour Nour El Houda, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Toujours en bleu, le bleu qui te va à merveille. Merci beaucoup. Donc, salut tout le monde, bonjour, espérons qu'on va passer un agréable comme à chaque fois. moment, Inch'Allah ya Rabbi. Donc, ce matin, on va parler de la chanson, de la musique. On va rendre un vibrant hommage à une grande dame qui a marqué l'histoire de la chanson algérienne et de la chanson arabe, bien sûr. Une légende, notre diva Warda Al Jazairiya, Rabbi yarhamha wa yuwassa' alayha, elle a tout donné pour son pays, une voix qui a porté haut les couleurs de l'Algérie, qui a chanté l'amour, la patrie, la résistance. Elle n'était pas juste une chanteuse, elle était l'ambassadrice de notre art dans le monde entier. Effectivement. Et justement, j'ai l'honneur et le plaisir ce matin et c'est justement à l'occasion de la commémoration de son décès, on a le plaisir de recevoir Monsieur Sharaf Eddine qui est présent avec nous, Sharaf Eddine Bouazara, chargé des relations extérieures à l'Opéra d'Alger. Donc l'Opéra d'Alger qui, à son tour, organise un très grand hommage à l'honneur de Warda Al Jazairiya, Rabbi yarhamha. On veut tout savoir sur cet événement. Bonjour Monsieur. Bonjour. Bonjour, marhaba bik. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Très ravi d'être parmi vous. Toute l'équipe de Bonjour, notamment notre cher ami Nour El Houda, on est très content de vous recevoir. Merci. Donc on veut tout savoir sur ce grand événement. Oui, tout d'abord, permettez-moi, au nom du directeur général de l'Opéra d'Alger, M. Mourad Snoussi, ainsi que tout le personnel, de présenter nos sincères condoléances à la grande famille artistique et aux familles des artistes qui nous ont quittés récemment. Exactement. Le grand Abdelmajid Mescoud. À tous les Algériens. Oui, et le grand Kamal Zrara. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Un grand hommage sera rendu durant cet espace à Abdelmajid Mescoud et aussi à notre acteur qui nous a quittés. Majid Mescoud, qui était un ami que j'ai eu l'honneur de connaître, de côtoyer, d'interviewer. Rabbi yarhamou wa sa'alih, c'était le Walid Chab. C'était l'artiste qui était très très proche de ses fans, de son public, de son peuple, de son pays. Cet artiste natif de ex-Belcourt, Belouizdad Haliyan. Donc il était proche de son quartier. Il est né à Belouizdad. Il a aussi chanté pour son équipe préférée, le CRB d'Alger. Donc il était aussi un fervent
supporter de l'équipe de CRB. Il a chanté l'Asema, donc c'est une chanson qui a marqué Majid Meskoud. Moi je dis Majid parce que il était très proche. Pour les intimes, Majid, Allah yarhamou, je salue de passage ses enfants, Mahdi et Youssef, et notamment Madame Meskoud. Donc c'est un monsieur qui a chanté l'Asema, mais il aimait aussi d'autres régions. Il a chanté Bjaya. غنى على الأولياء الصالحين 99 والي في بجاية. Il a aussi chanté Annaba. Il était fou amoureux de cette ville. D'ailleurs, il a vécu pendant longtemps à Annaba, où il était aussi comédien au théâtre régional de Annaba. Plusieurs casquettes, effectivement. Exactement. Donc, Rabbi yarhamou sa'alé, qulou l'amaliqa ma ymoutouch. Un artiste comme Meskoud, c'est vrai, il est parti, mais ses chansons, personnellement, il va rester gravé dans les mémoires de l'Algérie et certainement, il va laisser un grand vide dans la chanson Shahbi. Alhamdoulilah, il a assuré une bonne relève. C'est ça le plus important, n'est-ce pas, Exactement. Monsieur Char? Exactement. Il a une relève, Masha'Allah, la nouvelle génération, parce que c'était une école. Il avait le style Tao, le genre Diallo, donc c'était une école. Alors, revenons à l'événement de Warda. C'est un événement qui est organisé par l'Opéra d'Alger. C'est un hommage unique sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts. À sa tête, Madame la ministre, Dr Malika Bendouda. C'est une grande artiste, la diva de la chanson arabe, une voix exceptionnelle, la grande artiste Warda al-Jazairiya. Warda n'était pas une artiste comme les autres, elle n'était pas une artiste passagère. C'était le symbole de la chanson arabe authentique. C'était une école à part entière. Elle a su transmettre des messages de sentiments directs et sincères. Ce genre d'artiste qui ne se répète pas tous les jours dans le monde de l'art. Exactement. Et en écoutant ces chansons aujourd'hui, que ce soit Between Speak, la légende, ou Biladi Uhibouki, on ressent toujours sa présence avec nous. Sa voix chaleureuse et tendre, et sa présence unique. Elle a su toucher le cœur de millions de personnes à travers tout le monde arabe. Et cet événement dédié à Warda, c'est rendre hommage à une grande artiste, à une artiste hors norme. Elle a su lever le drapeau de l'Algérie haut et fier. Elle a laissé derrière elle un patrimoine artistique arabe qui va rester pour des générations. Exactement. Et Warda al-Jazairiya, chacun de nous, il a une histoire avec cette chanteuse, cette star. Moi, j'ai eu cette chance de la côtoyer, de la connaître, mais je l'ai connue très très jeune. Je l'ai connue à travers ma mère qui écoutait quotidiennement Warda, à travers ses qasaïd tarabiya qu'elle a fait avec une pléiade de grands artistes tels que Baligha Hamdi, n'est-ce pas, dans le Houda. C'est ma chanteuse préférée. C'est ma chanteuse préférée, effectivement. C'est ma chanteuse préférée. On s'identifie quelque part à elle, à ses chansons. C'est une femme très classe, c'est une femme très belle, c'est une femme qui s'impose sur scène. Elle était belle. Ouais. Elle était belle, elle avait de la classe. Donc ça sera la fiesta, une grande soirée. Smitouha, les soirées de Warda, ou Layali Warda, pendant 2 jours. Oui, il y aura 2 concerts. Le 22 mai et le 23, organisés par l'Opéra et en collaboration avec l'ONCI, bien sûr. Et il y aura la participation de plusieurs artistes du monde arabe. On va citer Nadine Saab,
du Liban, ainsi que Zeyn Aouad de la Jordanie, Esma Ben Ahmed de la Tunisie, mais pas que, il y aura notre bande algérienne. Notre diva, Hassiba Amrouche. Exactement, oui, Hassiba Amrouche et pas mal d'autres. Et il y aura les jeunes talentueux qui sont sortis de la grande école d'Al-Han wa Shabab. Voilà, donc Azdin Sabri, Esma Sba ou Shaima Ma'allem. Donc il y aura une soirée, deux soirées plutôt, qui vont interpréter des chansons, des grands classiques de Warda et aussi revisiter avec respect parfois pour les mélomanes et les amoureux de Warda. Toujours ces artistes seront accompagnés de l'orchestre de l'opéra d'Alger, dirigé par le maestro Amin Dahan. Qu'on salue de passage. Et je tiens à raconter une petite histoire que je ne pourrai jamais oublier, qui m'a été relatée par son fils, Riyad Qasri, que je salue de passage, qui sera notre invité la semaine prochaine, justement, pour parler de son dernier ouvrage, son dernier livre, La voix, le son et la vie. Qui sera d'ailleurs en vente dédicace Exactement. durant ces 2 soirées. Oui, dans le grand hall de l'opéra. Il y aura c'est l'occasion pour le public de venir et il va dédicacer ses livres pour ceux qui veulent. Voilà, donc un livre qui revient sur le parcours de Warda. Avant de nous raconter l'anecdote, ça te dit d'écouter un autre petit extrait? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. C'est toujours avec plaisir qu'on va écouter Warda. Exactement. Quelle présence, la beauté. Je me rappelle qu'est au fait alors une autre diva qui est Sultanat الطرب العربي في الجزائرية قالت لهم
كي شافتها قالت لك ديك الرقبه وديك داك الزين كيفاش جات في الصندوق تلمو اون ايتي تو شوكي بيان سور ربي يرحمها ويوسع عليها. ورده كي كانت تغني الطرب s'est imposée وابدعت. Et quand elle a chanté aussi la chansonnette مع la nouvelle génération elle s'est imposée وزادت ابدعت ما شاء الله عليها. ربي يرحمها ويوسع عليها ويجعلها من اهل الجنه. هذا واش نقولوا. Tu nous raconter une anecdote par rapport à Warda Al-Jazairiya qui m'a été racontée par Riyad que je salue d'ailleurs. J'ai eu une discussion البارح معاه. Il sera mon autre invité inchallah le samedi prochain justement pour parler de son livre. Alors قال لي نهار توفات هو il était absent. Donc Warda elle était en Égypte avec la femme qui l'a accompagné tout son parcours. C'était son manager, c'était donc elle vivait avec elle à la maison. في آخر لحظة le dernier souffle quand elle allait tomber قالت لها عيطي لرياض ندفن في الجزائر. قالت لها ندفن في الجزائر وتندفنت في الجزائر الله يرحمها. C'était son souhait. Elle tenait absolument d'être enterrée dans son pays d'origine. C'est vrai qu'elle a vécu, elle est née en France, d'une famille patriotique. Il faut pas oublier le côté patriotique de Warda Al-Jazairiya. Elle était toujours là, elle a chanté pour l'Algérie. C'est vrai qu'elle est d'une mère libanaise, elle a vécu entre Paris, le Liban et Alger, mais elle était toujours attachée, restée attachée à sa terre natale. L'interprétation de Bilad El-Jazair, ça a été, de Moufdi Zakaria d'ailleurs, ça a été une légende, hein, n'est-ce pas? Une véritable légende, une interprétation, mais alors exceptionnelle. Donc on invite tout le monde, les amoureux, les fans, les Hiboutarab, les Hibouwarda Al-Jazairiya, à ne pas rater cet événement. Exactement, n'est-ce tout à pas? fait. Oui, le guichet de l'opéra s'est ouvert pour le grand public de venir nombreux profiter avec nous de ces deux belles soirées. Et aussi, si vous ne voulez pas vous déplacer, vous pouvez vous procurer vos billets. Et alors, ça se passe comment? Via notre site officiel. C'est en faisant seulement quelques clics. Les places sont numérotées et vous serez parmi nous et on sera ravis. Inch'Allah, on sera présents, Inch'Allah. Il y aura combien d'artistes qui vont interpréter Oui, pour la première soirée, il y aura Zayn Aouad ainsi que Asma Ben Ahmed et les jeunes de Al-Hanwa Shabab. Et pour la deuxième soirée, Hassiba Amroche bien sûr, et Nadine Saab, et aussi d'autres jeunes de Al-Hanwa Shabab. Ça va être grandiose. Ils vont chanter les grands classiques, comme on a dit. Ça va être en famille, ça va être l'enfant et son papa et même les grands-parents. Donc ça regroupe toute la famille parce qu'on aime tous, on aime Warda. Et voilà, donc marhaba biham. Effectivement. Donc on va se régaler pendant certainement. 2 jours. Là, il y a les Warda Al-Jazairiya. On invite tout le monde à venir se régaler. Puis cette chanteuse qui a tout donné pour l'Algérie, qui certainement, moi je tiens beaucoup à ce que la nouvelle génération essaye de connaître Warda, son parcours, ses chansons, parce que c'est une grande école. Et c'est une légende. Donc, Rabbi yarhamha. Et les classiques ont été largement repris par les chanteurs à travers le monde arabe. Hein. Les grands Fadl classiques. Shakir. Voilà. Fadl Shakir qui a fait des ravages avec sa voix. Et elle adorait Fadl Shakir et Sabr Rebaï de la Tunisie. Donc, elle les a Sabr Rebaï qui lui a déjà rendu hommage ici même en Algérie. Il a chanté beaucoup de chansons de Warda Al-Jazairiya. À chaque fois, elle les félicitait pour leur façon d'interpréter ces chansons. Et puis, ils ont réussi. Elle était très proche de Fadl Shakir et de Sabr Rebaï. وكانت وردة ما كانتش من الفنانين مثلا اللي
ما يحبوش كي الشباب يغنوا الاغاني تاعها بالعكس elle était toujours contente elle était ravie d'entendre de nouvelles voix qui interprètent ces chansons donc Warda Jazairiya c'est une grande star qui restera gravée dans nos mémoires تقعد في قلوبنا ونحبوها ورايحين نكونوا حاضرين ان شاء الله on sera présents en force justement pour apprécier ces chansons voilà. Eh ben, c'est très bien. Donc, rendez-vous pris le 22 et 23. Voilà, 22 et 23 du côté de l'Opéra d'Alger pour donc, apprécier, réapprécier donc, le répertoire, les grands classiques de Warda Jazairiya. En tout cas, merci beaucoup. Inch'Allah, bonne chance pour notre équipe, l'USMA. Qui a une rencontre vraiment décisive devant le Zamalek, l'équipe égyptienne, le Zamalek. Inch'Allah, c'est pas Soustara, Al-Qasba, Bab el Oued qui va gagner. صح يربحوا بصح c'est l'Algérie qui va gagner. Inch'Allah, c'est la coupe Lina, la coupe de la CAF, Inch'Allah, pour l'Algérie. Donc, bonne